Eh bien, nous allons démarrer un nouveau live, nous allons faire un nouveau live et j'ai choisi comme thématique ce matin une thématique que j'ai beaucoup à cœur, une thématique qui est très problématique pour beaucoup d'enfants aujourd'hui, c'est la lecture. Alors, c'est vrai que c'est une compétence fondamentale la lecture et de plus en plus d'enfants aujourd'hui rencontrent des difficultés de lecture. Pourquoi je dis de plus en plus d'enfants? Parce que je forme les enseignants. Et je suis au contact donc justement de ces professionnels qui tous les jours voient les enfants à entrer dans la lecture ou avoir besoin des compétences en lecture. Et je vous propose donc de parler de ces difficultés en lecture. C'est un live improvisé. J'avais pas prévu de le faire. J'ai un live qui est prévu demain, le fameux live participatif pour les personnes dans lequel je vais proposer à un parent de bénéficier d'une séance de conseil gratuite et donc proposer à vous tous en fait de pouvoir assister à cette séance conseil et de pouvoir vous-même prendre des conseils pour vous. La thématique de demain, ce sera sur le langage. La personne que j'ai choisie pour le live participatif de demain, c'est une maman qui a un enfant de 6 ans qui ne parle pas et nous parlons du langage. Voilà, mais aujourd'hui, nous parlons de la lecture. Aujourd'hui, nous parlons des difficultés de lecture et je vous invite à republier ce live parce que nous allons aborder une notion vraiment essentielle, un point vraiment important, c'est comment donner le goût de la lecture aux enfants. Comment aider les enfants à pouvoir développer des bonnes compétences en lecture. Comment permettre aux enfants d'être des lecteurs autonomes. Voilà, donc je vous invite à liker ce live, à republier ce live pour que le maximum de parents puissent entendre ces conseils parce que des enfants qui ont des difficultés, il y en a de plus en plus. Demain, le live est à 8h30, le live participatif est à 8h30, un live vraiment inédit, que j'ai jamais fait, un live dans lequel je vais donner une séance conseil gratuite avec un parent qui va monter dans mon live, avec qui je vais échanger et donc toutes les personnes qui vont assister à ce live pourront bénéficier finalement des conseils que je vais donner à ce parent par ricochet, j'ai envie de dire. Voilà. Bienvenue, bonjour à tous ceux qui me rejoignent, qui nous rejoignent dans ce live. Bienvenue, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. C'est vrai que hier, j'ai abordé dans le live d'hier matin, c'était à 8h30, je crois, j'ai abordé la question de l'écriture, des difficultés d'écriture. Et aujourd'hui, je vais vous parler des difficultés de lecture. Alors, je vois la question, tu es orthophoniste? Bonne question, non, je ne suis pas orthophoniste. Je suis Guillaume Bousquet, je suis formateur pédagogique depuis 7 ans. J'ai enseigné comme professeur de français au collège, au lycée pendant 13 ans. Et puis, en 2016, j'ai arrêté brutalement l'éducation nationale, l'enseignement. Pourquoi? Parce que, simplement, j'avais 5 enfants et la mère de mes enfants, Flavie, mon épouse, est décédée ce 23 novembre 2016 et j'ai arrêté brutalement d'enseigner à ce moment-là. Voilà, ça a été un arrêt brutal. Je pensais reprendre ensuite, mais finalement, j'ai mis 2 ans à me reconstruire, à m'occuper de mes enfants qui se sont retrouvés sans maman, moi sans épouse. Et voilà, j'avais le projet de reprendre l'enseignement. Puis en fait, j'ai découvert que je savais que j'avais déjà à cœur depuis longtemps un autre projet qui était de former les enseignants, d'accompagner les enseignants et de former les professionnels et de faire de l'accompagnement individuel. Voilà, et puis c'est ce que j'ai fait. En fait, en 2018, j'ai créé mon activité de formation et d'accompagnement des difficultés scolaires et des troubles neurodéveloppementaux, ce qu'on appelle les troubles neurodéveloppementaux. Ce sont tous les troubles en lien avec l'apprentissage, de la lecture, de l'écriture, donc ce qu'on appelle les 10, ce qu'on appelle également les troubles, le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, TDAH, le trouble du spectre autistique, etc. Voilà, donc je me suis formé en logopédagogie, je me suis formé en éducation kinesthésique, je me suis formé avec une approche qui associe le mouvement et le rythme. Voilà, je me suis formé également en discipline positive pour la partie éducative, parce que j'ai 5 enfants et forcément c'est un aspect important aussi. Voilà, ça fait 7 ans que je forme les enseignants. Ça fait 7 ans que je forme aussi les professionnels, les spécialistes, les professionnels de la rééducation, donc tous les orthophonistes, ergothérapeutes, tous les psychomotriciens, les graphothérapeutes, graphopédagogues, etc. Toutes les personnes qui interviennent en fait en séance individuelle pour les enfants en difficulté. Alors, je regarde un petit peu les questions. Comment travailler les droites parallèles pour un enfant de CM2 qui a du mal avec le repérage? Bonne question. Alors, c'est pas le thème d'aujourd'hui, je voulais vous parler de la lecture, mais peut-être qu'à un moment donné, je pourrais répondre à cette question. Juste, tu as étudié les difficultés et les particularités des enfants avec des difficultés. Oui, exactement, j'étudie ça depuis toujours. J'ai développé plusieurs méthodes d'accompagnement. J'ai développé la méthode multimove, la méthode rééducation. J'ai développé la méthode orthographe pour l'orthographe, la grammaire, et j'ai développé la méthode lecture 5P pour tout ce qui est fluidité
et compréhension en lecture. Donc oui, je connais bien les difficultés des enfants et des adultes d'ailleurs autour de la lecture, de l'écriture. Et voilà, et donc ce matin, je vous propose de parler ça. Oh, je parle trop vite. Ok, je suis désolé. Je vais parler plus lentement. Vous avez raison, ça fait partie des bases d'ailleurs de la compréhension. C'est le débit de parole. J'en parle d'ailleurs beaucoup aux enseignants, notamment de maternelle. Voilà, quand il s'agit de développement du langage. Voilà, j'espère que ce rythme-là de débit de parole, il est plus adapté et qui vous convient davantage. Vous avez raison, nous sommes dans un rythme de vie effréné, tout le monde va vite et ben, les gens parlent de plus en plus vite et j'en fais malheureusement partie. Et pourtant, j'y travaille. Donc, merci de me l'avoir dit, c'est très gentil et je vais ralentir mon débit de parole. Alors, aujourd'hui, nous parlons des difficultés de lecture. Évidemment, des difficultés de lecture, il y en a plein. C'est-à-dire que quand on dit qu'un enfant a des difficultés de lecture, ça veut tout et rien dire. Parce que un enfant qui a des difficultés de lecture, ça peut être déjà un enfant qui a du mal tout simplement à déchiffrer, à lire une phrase. Donc par exemple, je vois c'est marqué là sur c'est marqué par exemple en commentaire, je vais prendre la phrase ah, tu n'es donc pas un professionnel et tu formes les pros. Si, je suis un professionnel qui forme les professionnels. Ça fait 7 ans que j'ai développé mon activité. Je suis tout à fait un professionnel, c'est mon activité principale et aujourd'hui, si vous regardez par exemple sur mon site pédagogie.fr, des avis, des commentaires sur ma page Google Business, il y en a des dizaines qui sont posés par les stagiaires que j'ai formés, qui sont eux-mêmes des professionnels. J'ai des avis d'orthophonistes, d'ergothérapeutes, de psychomotriciens. Certains se sont même formés, certifiés à certaines de mes méthodes. La méthode rééducation, par exemple, Multimove, ce sont des méthodes auxquelles même des psychomotriciens, des orthophonistes se certifient. Vous voyez donc, si je suis un professionnel et je me revendique comme tel parce que ce que j'apporte, ce sont des outils qui vont en fait booster le travail qui est fait par les professionnels en séance individuelle. Vous voyez, je fais moi-même de la séance individuelle. En ce moment, j'accompagne par exemple un enfant qui a un trouble de l'opposition. J'accompagne une jeune fille aussi qui est au collège, qui a des difficultés importantes, qui a une dyslexie en fait et qui a une dysorthographie avec. Enfin voilà, donc si professionnel, là sans problème. Donc ce que je voulais dire, c'est que quand on parle de difficultés de lecture, eh bien, il y a déjà cette difficulté-là de déchiffrage. Est-ce que votre enfant a une problématique, une difficulté à déchiffrer ce qu'il lit? Certains enfants, je reprends un commentaire, par exemple celui que j'avais tout à l'heure, dans l'école de mes enfants, ils font les neurosciences. Voilà, j'ai lu de manière hachée volontairement. Est-ce que votre enfant lit comme ça? S'il lit comme ça qu'il est en CP, c'est qu'il lit très bien déjà. S'il lit comme ça alors qu'il est en 4e, c'est qu'il a une problématique autour du déchiffrage. Il a du mal à lire, simplement à déchiffrer. Il n'a pas encore automatisé. Ça, c'est une problématique. C'est une problématique qu'on va retrouver chez des enfants qui sont diagnostiqués avec une dyslexie. Voilà, ça peut être c'est très fréquent aujourd'hui. Il faut savoir que la dyslexie, on est à peu près entre 8 et 15% de personnes qui ont une dyslexie. Ça, c'est des chiffres aujourd'hui officiels que vous trouvez alors au niveau mondial, parce qu'il n'y a pas que la France qui est touchée par la dyslexie. Et en même temps, quand je dis toucher, c'est-à-dire que c'est pas une maladie, la dyslexie. C'est une forme de handicap parce que ça handicape la personne qui l'a sur les compétences de lecture, d'écriture. Mais c'est vrai que c'est pas un truc qui nous tombe comme ça, voilà. Donc il y a les problématiques de déchiffrage pour des enfants qui ont une dyslexie. Mais attention, il y a des enfants qui n'ont pas une dyslexie, qui ont même fait un bilan et l'orthophoniste ou le neuropsy a pu dire ah non, il n'y a pas de dyslexie. Par contre, il y a des difficultés en lecture, il y a des difficultés de déchiffrage. Alors à ce moment-là, il faut l'aider à déchiffrer mieux. Ça, c'est une difficulté. Une autre difficulté qui est très fréquente aussi en lecture, c'est la difficulté à faire quoi? À comprendre. Difficulté à comprendre ce que je lis. Et ça, c'est encore plus fréquent. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui arrivent à bien lire au niveau de la lecture, ils arrivent à bien déchiffrer, ils ont une lecture plutôt fluide, mais par contre, ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Vous avez cette grosse problématique-là, et qui est la plus importante, c'est que finalement, on arrive à amener les enfants à avoir un déchiffrage assez correct, à avoir ce qu'on appelle une certaine fluidité, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas développé l'accès au sens. J'ai déjà fait des vidéos et des lives sur la thématique
de la lecture, de la fluence. Je vous invite à aller regarder ces vidéos et je vois le commentaire de Ogre Gentil qui dit tu as développé des outils comme un bilan, un vrai l'année fait par un pro. Oui, j'ai développé des outils, ça s'appelle la lecture 5P, j'ai développé la rééducation. Ce sont des outils de rééducation qui aujourd'hui sont très suivis, qui sont utilisés par des professionnels en séance individuelle, qui sont même utilisés en classe par des enseignants, qui sont même utilisés par des parents à la maison, parce que aujourd'hui tous mes outils sont disponibles aussi en e-learning. Je fais des formations en présentiel. Je commence samedi d'ailleurs une formation à Montauban de 4 jours sur la rééducation. J'en donne une en Belgique aussi fin novembre. Sur la lecture spécifique, j'ai une formation au mois de mai à Montauban également. Et la plupart de mes outils sont disponibles en e-learning. Voilà pour cet aspect-là. Je parlais de difficultés de compréhension. Et ça, c'est une grosse problématique. Quel parent, finalement, ne s'est pas à un moment donné rendu compte, c'est quand même une bonne partie des parents qui se rendent compte à un moment donné que leur enfant, il lit, mais en fait, il n'a pas compris ce qu'il lisait. Et ça, c'est vraiment un gros frein à la scolarité. Si votre enfant a du mal à comprendre ce qu'il lit, ça va le pénaliser dans toutes les matières, pas seulement en français, mais dans toutes les matières scolaires. Parce qu'il va avoir des difficultés à comprendre les consignes du coup. Vous voyez, les consignes écrites. Donc là, je parle bien de la lecture, la compréhension du langage écrit. Je ne parle pas de la compréhension de la consigne orale. Ça, j'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, qui se trouve sur mon profil TikTok, sur ma chaîne TikTok. Vous pouvez retrouver cette vidéo où je donne une technique très précise pour améliorer la compréhension des consignes orales. Là, je parle de la compréhension des consignes écrites. Alors, justement, je vois la question de madame qui dit « Vous conseillez de commencer l'apprentissage de la lecture à quel âge ?» Alors, c'est une question importante sur l'âge de la lecture. Il y a tout un ensemble de discussions aujourd'hui, de débats et d'avis, d'écoles différentes, on va dire, de courants autour de l'âge de l'entrée dans la lecture. Moi, ce que je vais vous donner comme réponse, c'est que ce n'est pas un âge en particulier. Ce qui est important, c'est de voir si l'enfant est prêt à entrer dans la lecture. C'est ça qui est important. Toujours est-il que si vous lisez par exemple les travaux de Colette Ozilou qui est une ancienne orthophoniste, eh bien, elle explique de manière assez pertinente qu'il y a une fourchette d'âge dans laquelle l'enfant il est prêt à entrer dans la lecture généralement. Et cette fourchette d'âge, elle est environ vers 5-6 ans. Vers 5-6 ans, si l'enfant il a bien développé certaines compétences, eh bien, il est prêt à rentrer dans la lecture et même dans l'écriture. Le problème, c'est que de plus en plus, les enfants vont pas développer correctement ces bases-là. Et de plus en plus d'enfants qu'on va faire rentrer dans la lecture et l'écriture vers 5-6 ans, alors plutôt vers 6 ans en France, c'est quand même plus fréquent, c'est plutôt au CP, le problème, c'est que certains enfants n'ont pas, beaucoup d'enfants de plus en plus en tout cas, n'ont pas développé ces fondations finalement au niveau de la lecture. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qui permet de préparer correctement l'entrée dans la lecture? Avant de parler même des méthodes de lecture, qu'est-ce qui permet d'entrer correctement dans la lecture? Pour pouvoir lire efficacement, il y a plusieurs choses qu'il faut développer. Il faut notamment développer une mobilité au niveau des yeux. C'est-à-dire que les yeux ils soient à l'aise pour bouger dans l'espace. Parce que quand l'enfant va lire, il va lire de gauche à droite et il va aller de haut en bas. D'accord? Et donc, il faut que les yeux soient à l'aise dans cette mobilité oculaire. La mobilité oculaire, ça veut dire que les yeux bougent de gauche à droite. Et quand les yeux bougent de gauche à droite, ils passent la ligne médiane. Cette ligne médiane, c'est la ligne qui sépare la gauche de la droite. Et beaucoup d'enfants ont du mal à passer cette ligne médiane au niveau oculaire, comme ils ont du mal à la passer au niveau de la main d'ailleurs. Et du coup, quand l'enfant va devoir suivre avec son doigt, vous voyez, le texte, eh bien, il va avoir du mal à le faire parce que son doigt va se lever, il va pas suivre en même temps qu'il lit, parce que, eh bien, il a du mal à traverser cette ligne médiane. Et qu'est-ce qui fait que les enfants arrivent à faire ça? Qu'est-ce qui fait que les enfants arrivent à bouger correctement leurs yeux, à traverser la ligne médiane pour pouvoir rentrer ensuite efficacement dans la lecture? Eh bien, ce sont toutes les activités manuelles que l'on peut faire à des enfants, comme par exemple, je vais prendre de la pâte à modeler par exemple, comme par exemple du poinçonnage, comme par exemple faire des colliers de perles, comme par exemple dessiner, comme par exemple faire des jeux où on prend une pince et puis on prend des objets et on les pose à un endroit. Et puis évidemment, toutes les activités en extérieur vont aussi favoriser cette mobilité des yeux, cette mobilité des mains, cette traversée de la ligne médiane. Alors,
Pourquoi est-ce que de plus en plus d'enfants ont du mal à le faire? Mais parce que les enfants font de moins en moins ces activités-là, en tout cas de manière régulière et fréquente. Parce que les enfants sont de moins en moins dehors, les enfants sont de plus en plus à l'intérieur, beaucoup sur les écrans. Finalement, les écrans vont mobiliser l'enfant, vont bloquer l'enfant, enfin, on va dire un peu, c'est une forme d'isoler l'enfant dans son espace pendant un temps où il va bouger éventuellement ses pouces et puis ses yeux, mais pas de manière gauche-droite, il va bouger ses yeux de manière finalement spatiale et pas de manière générale, pas de manière latérale, de gauche à droite, et pas de manière temporelle non plus. Donc finalement, déjà un conseil qu'on peut donner pour améliorer la lecture, l'entrée dans la lecture, pour aider les enfants à préparer leur entrée dans la lecture, une fois quand ils ont 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, c'est d'éviter le plus possible les écrans, le moins possible d'écrans. Alors de 0 à 6 ans, de toute façon. Je vois que quelqu'un a republié le live, pensez à republier ce live parce que ces outils vont vraiment aider beaucoup de parents. Donc pensez à liker ce live, pensez à republier ce live parce que ça aide énormément de parents. Les conseils que je les donne depuis maintenant 7 ans et il y a énormément d'évolution positive chez les personnes, les parents qui appliquent les outils, tout comme il y a énormément d'évolution positive chez les professionnels que je forme et qui utilisent les outils que je propose. Donc allez-y, republiez, ça ne peut que aider le maximum de parents et donc les enfants qui sont en difficulté. Donc voilà, donc pour aider les enfants à entrer dans la lecture, éviter les écrans et favoriser les activités manuelles, favoriser les activités en extérieur. Attention, je ne parle pas forcément d'activités dans un club de sport, etc. Simplement favoriser des temps à l'extérieur. Le fait de sortir avec son enfant, le fait de l'encourager à aller passer du temps dehors, eh bien ça va l'aider en fait aussi à entrer dans la lecture et l'écriture. Ça va pas tout faire, mais ça va être une base essentielle. Voilà. Ça, c'est un aspect important. On n'est pas ici dans la remédiation aux difficultés de lecture, d'écriture. On est plutôt ici sur préparer les bases, aider un enfant à entrer correctement dans la lecture s'il rencontre, à partir du moment où il va y rentrer. Il est possible que des enfants qui ont déjà des difficultés de lecture, qui sont en CP, CE1, CE2 et même plus, vont avoir intérêt aussi à diminuer les écrans. Ça, c'est certain. Si les enfants qui ont déjà des difficultés de lecture diminuent les écrans, passent plus de temps en extérieur, font plus d'activités manuelles, alors ça va aider à améliorer leurs compétences en lecture et à diminuer les difficultés en lecture. C'est aussi un traitement, j'ai envie de dire, que l'on peut donner aux parents, c'est diminuer les écrans et plus de temps en extérieur. Il y a un autre aspect qui est souvent conseillé, je pense c'est Stanislas Dehaene qui est neuroscientifique, qui est un psychologue cognitiviste, donc très au fait de la question de la lecture, parce qu'il a même écrit un bouquin qui s'appelle Les neurones de la lecture, très intéressant, complexe mais intéressant. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que aujourd'hui, il est prouvé que améliorer la qualité du sommeil a un impact sur les compétences en lecture, par exemple. Donc, c'est quelque chose que l'on peut aussi explorer en tant que parent, c'est s'assurer que son enfant a une bonne qualité de sommeil et qu'il dort suffisamment. Alors j'ai fait des vidéos, j'ai fait un live sur cette thématique du sommeil, j'ai fait 2 lives en tout déjà ces derniers temps, et puis j'ai posté des vidéos récemment sur les rituels du soir, comment favoriser une bonne qualité de sommeil, et rappelez-vous simplement que votre enfant, on va dire en général entre 6 et 12 ans, il a besoin environ de 10 heures de sommeil à peu près, et au-dessus, à partir du moment où il a 13-14 ans, c'est plutôt 9 heures de sommeil, et avant 6-7 ans, on est plutôt sur 10-11 heures de sommeil, voire 12 heures de sommeil. Voilà. Donc pensez à donner vraiment un bon rythme à votre enfant au niveau du sommeil. Ça, c'est un autre point pour améliorer la lecture. Maintenant, on va aller sur des choses plus précises, plus techniques par rapport à la lecture, pour des conseils que vous pouvez appliquer facilement à la maison. Je vous explique en fait une situation qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps. J'étais dans le train et j'ai une maman qui m'appelle. Alors j'aime pas trop quand on m'appelle dans le train parce que souvent ça coupe, mais bref, on réussit à échanger parce qu'elle n'avait pas d'autres moments, d'autres créneaux, et donc je me mets entre les wagons là pour pas déranger les passagers, et du coup je discute avec cette maman qui me dit voilà ce qui se passe. Mon fils, alors il était si je ne me trompe pas, il était en CP du coup, oui CE1, et donc en l'année de CP, il a commencé à rentrer dans la lecture, mais pas de manière très facile, et au cours de l'année de CP, ça a commencé à aller un peu mieux, et l'été est passé, pendant l'été, elle a
continuer à travailler avec son enfant pour qu'il puisse lire un petit peu tous les jours, régulièrement, etc. Et en fait, elle me dit, depuis la rentrée, son nouvel enseignant fait des exercices de fluence. Vous savez, ce sont les exercices où on va chronométrer l'enfant sur la rapidité de lecture. On va chronométrer le nombre de mots qu'il lit par minute. Peut-être que vous avez, vous, en tant que parent, parce qu'aujourd'hui c'est très fréquent, vous avez dû faire ça comme devoir à la maison. Alors, votre enfant il doit lire un texte et vous devez chronométrer. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Je suis sûr que sur le nombre de personnes ici qui suivent ce live, il y en a plein qui ont déjà eu cette situation-là. Et elle me dit, voilà, depuis qu'il fait ces exercices-là, il est complètement bloqué, il refuse de lire, il comprend plus ce qu'il lit, etc. Ça va pas du tout. Qu'est-ce que je peux faire ? Donc, je lui explique à cette maman que, en effet, les exercices de fluence, c'est quelque chose qui est encore très pratiqué en France, à l'école. Ah ben je vois un commentaire, oui, pas plus tard qu'hier. Ben oui, pas plus tard qu'hier, beaucoup de parents ont dû faire du chronométrage de nombre de mots lus par minute. Voilà, c'est ce qu'on appelle les exercices de fluence. Et en classe, les enfants font des ateliers de fluence. Et donc j'explique à cette maman qu'en France, nous faisons encore, dans les directives données par le ministère, il y a encore beaucoup de consignes autour des exercices de fluence. Pourtant, il faut savoir, et là, c'est pas moi qui le dis, ce sont des spécialistes qu'on appelle des spécialistes en sciences de l'éducation. Je pense à Roland Guagou, par exemple, qui a rédigé plusieurs articles et qui explique que la fluence, le fait notamment de chronométrer, alors c'est un aspect de la fluence, parce que la fluence, normalement, c'est pas exactement ça, mais le problème, c'est que c'est utilisé comme ça aujourd'hui. Le fait de chronométrer la lecture, eh bien, c'est quelque chose qui a été complètement abandonné dans plusieurs pays et qui, par les spécialistes, est aujourd'hui décrié, c'est-à-dire qu'on dit que ce n'est plus du tout efficace et qu'il faut arrêter ces exercices-là parce qu'en fait, ça fait plus de mal que de bien. Et cette maman, elle me dit, donc je lui explique ça, elle me dit, ah mais c'est pour ça en fait que depuis 15 jours, là, qu'il a repris les exercices de fluence, il est bloqué, etc. Il y a des enfants qui aiment bien les exercices de fluence, mais c'est pas parce qu'ils aiment bien que c'est bon pour eux. Et c'est ça tout le problème, c'est qu'il y a des enfants, ils aiment bien le côté compétition, on calcule, on essaye d'aller plus vite. Mais vous voyez, je vois le commentaire, en effet, la reine, oui, en effet, ça stresse. Ben oui, les exercices de fluence, ça stresse les enfants. Il y a des enfants qui ne le prennent pas comme un stress, ils le prennent comme un jeu. Mais en réalité, ça stresse le cerveau, ça stresse le corps, parce qu'il faut aller plus vite. Et parce que, en fait, le gros problème, c'est que l'affluence fait aller plus vite. Et si l'affluence fait aller plus vite, ça veut dire qu'elle met de côté quoi ? Elle met de côté le sens. Et là, certains vont me dire, professionnels, enseignants, vont me dire, oui, mais c'est normal, il faut d'abord que l'enfant lise vite pour ensuite bien comprendre. Eh bien, les spécialistes vous disent non, ce n'est pas vrai. Et moi qui exerce depuis 7 ans comme professionnel de remédiation pour les difficultés autour de la lecture, de l'écriture, de l'attention, etc., je peux vous dire que non. Toutes les personnes que j'ai en séance sont passées par des méthodes d'apprentissage de la lecture qui sont des méthodes d'apprentissage de la lecture rapide, globale, et ce n'est pas du tout efficace. Donc, non, il ne faut pas d'abord apprendre à lire vite, à une certaine rapidité, pour ensuite comprendre. Non, quand on apprend à lire à un enfant, il faut toujours associer le sens et la forme. La forme, c'est-à-dire la rapidité de lecture, le débit, on va dire, de lecture, la fluidité, et en même temps le sens. C'est-à-dire que l'enfant doit toujours comprendre ce qu'il lit. Peut-être que vous avez, et là je pose la question, vous pouvez m'écrire dans les commentaires, je vois d'ailleurs la reine qui dit ça déstabilise ma fille, bah oui, l'affluence ça déstabilise beaucoup d'enfants, ça met beaucoup d'enfants en stress, et peut-être qu'on vous a demandé aussi de faire lire à votre enfant, en tout cas les enseignants le font, c'est sûr, ils vont se reconnaître, il faut faire lire des mots, ce qu'on appelle des non-mots. Des logatomes, ce sont des mots qui n'ont pas de sens, ce sont des mots inventés. Pourquoi ? Parce qu'on se dit, si l'enfant il lit un mot qui est inventé, il va pas deviner le mot et du coup il va être obligé de déchiffrer. Eh bien, c'est une technique qui est à éviter. Pourquoi ? Parce que quand on lit un non-mot, quand on lit un mot qui n'a pas de sens, alors on met complètement de côté le sens. Et on est en train de dire au cerveau de l'enfant, quand tu apprends à lire, peu importe le sens. Ce n'est pas vrai. Quand tu apprends à lire, le plus important, c'est de comprendre ce que tu lis. Parce qu'on a plein d'enfants aujourd'hui. Moi, j'ai enseigné au collège pendant 13 ans. Et au lycée aussi. Mais je pense à mes années collège, pendant 13 ans au collège. Imaginez, on a des enfants qui arrivent en 6e. On a des enfants qui sont en 4e, qui lisent, mais qui ne comprennent pas ce qu'ils lisent. C'est dramatique. Parce qu'on s'est dit... Au primaire, c'est bon, il sait lire, il déchiffre, il lit avec un certain nombre de mots par minute assez rapidement, donc c'est bon. Et puis,
c'est trompeur parce qu'à l'école, quand on demande à un enfant, on veut vérifier qu'un enfant sait lire, on le fait lire à voix haute. Donc s'il sait lire à une certaine rapidité, on dit déjà ça c'est bien. Et après on lui pose des questions sur le texte qui sont des questions qu'on appelle les questions explicites. Ça veut dire des questions où la réponse est écrite. Ce sont des mots qui sont écrits dans le texte. Donc l'enfant, s'il n'a pas compris, c'est pas grave parce qu'il va lire la question et il va aller chercher le mot dans le texte. Donc il va utiliser ses yeux là pour aller chercher les mots dans le texte. Et il va répondre, par exemple si c'est marqué Marie avait très très envie d'avoir un chat, et bien la question ça va être qu'est-ce que Marie a envie d'avoir? Réponse, un chat. Et c'est comme ça qu'on évalue les compétences de compréhension. Et s'il y a des enseignants ici qui disent quand même Monsieur Bousquet vous exagérez un peu, non j'exagère pas du tout. Prenez tous vos questionnaires sur un texte et vous verrez que 80% des questions, c'est-à-dire 8 questions sur 10, portent sur des éléments où la réponse se trouve dans le texte. Et ça, c'est pas du tout une bonne chose parce que l'enfant, il n'apprend pas, du coup, à se poser la question du sens. Il n'apprend pas à accéder à ce qui est implicite. Et ça, c'est embêtant. Alors, je vois le commentaire, on aimerait en tant qu'enseignant ne plus le faire. C'est dans les directives et c'est évalué. Eh bien, résister. Eh bien, moi, je dis aux enseignants en formation, et je n'ai pas de problème avec ça, et j'en discute avec les inspecteurs, je dis, ce n'est pas normal d'imposer aux enseignants de faire de la fluence. Ce n'est pas normal, vous pouvez mettre ça de côté et remplacer par des activités qui sont des activités de lecture, où vous allez développer les compétences de lecture. Parce que l'objectif final, c'est pas de lire vite. L'objectif final, c'est pas de lire un certain nombre de mots par minute. L'objectif, c'est que l'enfant, il lise à un certain rythme, en comprenant et en ayant du plaisir à lire. Si on a ça, on a gagné. Eh bien, c'est ce que je développe dans la formation notamment la méthode que j'ai créée qui s'appelle Lecture 5P, pour pouvoir et permettre aux enfants d'apprendre, de développer ces compétences-là et ces 3 aspects. Lire à une certaine vitesse, une certaine fluidité, c'est important, parce qu'en effet, un enfant qui lirait, si je lisais le commentaire de Mao qui dit « on aimerait », au bout de 4 mots, j'en ai marre de lire. Donc forcément, si l'enfant il lit trop lentement, ça va pas. Mais si je lui demande je lui apprends à lire plus vite sans qu'il comprenne ce qui est écrit, alors j'enlève le sens, qui est le pilier de tout apprentissage. Voilà, dites-moi quand est-ce que vous lisez quelque chose avec comme objectif de le lire simplement sans le comprendre. Ben jamais. Parce que si vous lisez sans comprendre, si votre objectif c'est de le lire sans comprendre, ben vous le lisez pas. Voilà. Sauf si on vous dit, vas-y, lis-le, voilà, c'est bien, bravo, t'as lu. Ben, c'est ce qui se passe, en fait, avec l'affluence. Et attention, je suis pas en train de critiquer les enseignants, parce que je forme les enseignants, parce que j'accompagne les enseignants, parce que j'ai été enseignant, et que je soutiens les enseignants, et que je leur dis simplement, il existe d'autres solutions, il existe d'autres outils, d'autres techniques pour pouvoir, et d'autres activités pour pouvoir développer les compétences de lecture des enfants, tout en développant justement le sens, le goût de la lecture et la fluidité. Alors qu'est-ce que j'ai dit à cette maman-là? Cette maman qui me dit, ben alors comment je fais? Je lui dis, ben vous allez faire quelque chose de très simple. Quand vous allez vous retrouver avec le texte qu'il faut lire à la maison, vous n'allez pas le chronométrer. Par contre, vous allez lui faire lire le premier groupe de mots, un bout de phrase, pas trop long, parce que l'enfant ici il est en CE1. Attention, ce que je vous dis là, c'est valable à tout âge. C'est-à-dire qu'un enfant qui a une dyslexie, qui serait en 4e, je travaillerai de la même manière. En séance individuelle, c'est ce que je fais. Et ça fonctionne très bien. Donc, je vais cacher avec une feuille toutes les lignes qui se trouvent sous la ligne à lire. Et je vais prendre une règle opaque ou un morceau de plastique qui cache en fait le texte, la ligne à lire. Et je vais découvrir, vous voyez, progressivement, donc je vais avoir la feuille qui cache. Et je vais découvrir progressivement le texte. Donc, je vais le découvrir très lentement pour que l'enfant puisse lire syllabe par syllabe. Donc, par exemple, si la phrase c'est « les enfants jouent dans la cour », ce sera « les », je découvre le « les », ensuite, je vais découvrir le « en » de « enfant »,« enfant », j'ai dit quoi? Les enfants sortent dans la cour? Sortent dans la cour. Et je vais développer comme ça, vous voyez, je vais découvrir comme ça progressivement. Et une fois que ce groupe de mots est lu, qu'est-ce que je vais demander? Je vais cacher ce qui a été lu. Je vais dire, est-ce que tu peux redire mot pour mot ce que tu viens de lire? Mot pour mot ce que tu viens de lire. C'est-à-dire exactement ce que tu viens de lire. Les enfants sortent dans la cour. Je vais demander à l'enfant de redire ça.
Et ça, c'est hyper efficace. Déjà, l'enfant, il va stocker en mémoire ce qu'il vient de lire. Donc déjà, je découvre progressivement, donc il lit lentement. Et en plus, je lui demande de redire mot pour mot. Comme ça, il va redire, il va stocker dans sa mémoire à court terme. Et une fois que j'ai fait ça, pourquoi je lui demande de redire? C'est pour qu'il stocke dans sa mémoire à court terme. Et je vais lui demander quelque chose de tout simple. Je vais lui demander, qu'est-ce que tu as compris? Ça raconte quoi, ça? Et l'enfant va dire, ça raconte que des enfants, ils sortent dans la cour. Et l'enfant, il va simplement dire ça. Il va reformuler. Vous allez faire ça sur le premier groupe de mots. Et puis, vous allez demander, vous allez relire, vous allez dire, les enfants sortent dans la cour. Et vous allez lire la suite. En découvrant progressivement le texte, un petit groupe de mots. Et vous lui demandez de redire mot pour mot. Et vous lui demandez ensuite, qu'est-ce que tu as compris? Depuis le début, qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce qui se passe? Vous n'allez pas faire ça sur tout le texte parce que vous y passeriez des heures. Mais vous allez faire ça sur 2-3 phrases, même 2 phrases au début. La première fois, 1 phrase. Puis après, vous ferez ça avec 2 phrases. Puis après, avec 3 phrases. Et puis, une fois que vous avez fini la première fois une phrase, vous demandez de redire depuis le début toute la phrase avec le maximum de détails et dans l'ordre. Et puis, la fois suivante, vous aurez lu 2 phrases. De cette manière, eh bien, vous lui demanderez de redire depuis le début tout ce qu'il a compris dans l'ordre. Ça fonctionne super bien. Vraiment, je vois qu'il y en a qui republient ce live, mais republiez ce live parce que ça va aider tellement de parents. Ça va aider tellement de parents d'avoir ces conseils-là. Et entre nous, ce sont des conseils que je donne, enfin, ce sont les méthodes et techniques que je donne dans mes formations auxquelles les professionnels viennent et payent. Donc là, je suis en train de vous donner des outils pour lesquels je fais payer normalement les parents, les professionnels. Et là, pour vous, parents, je vous les donne gratuitement. Je ne vais pas vous vendre un truc à la fin, vous voyez. Je vous donne ça simplement parce que mon souci, aujourd'hui, c'est de permettre aux parents d'avoir des outils pour aider leur enfant. C'est tellement important, la lecture. Sans la lecture, aujourd'hui, un enfant, il peut pas entrer dans sa vie professionnelle de manière sereine. Il ne peut pas s'épanouir dans la vie aujourd'hui s'il ne sait pas lire. Et bien sûr, vous allez me dire, oui, mais il y a des métiers manuels, etc. Mais bien sûr, mais un enfant qui a des difficultés en lecture, qui devient adulte et qui fait un métier manuel, mais il va avoir besoin de lire des papiers administratifs, il va avoir besoin de lire à plein d'occasions, et s'il a du mal à lire, qu'il ne comprend pas ce qu'il lit, ça va le pénaliser dans sa vie quotidienne. Ça, c'est vraiment très embêtant pour ces personnes-là. Et puis après, c'est toutes les personnes qui ont des difficultés en lecture, oui, elles peuvent faire des métiers manuels, oui, je peux devenir boulanger et être heureux, mais bien sûr, et je suis le premier, moi j'ai 5 enfants, et je n'attends pas que mes enfants fassent des grandes études, s'ils ont envie de devenir boulanger, devenir mécanicien, etc., mais avec plaisir, du moment qu'ils sont heureux. Mais par contre, ce que je sais, c'est que la lecture, ça développe les fonctions, le cerveau en fait. La lecture, ça développe plein de compétences au niveau du cerveau, plein de fonctions au niveau du cerveau. La lecture, ça permet de lire des romans, ça permet de lire des ouvrages quand on veut apprendre quelque chose, ça permet de s'épanouir la lecture. Donc la lecture est un vrai plus pour l'individu du XXIe siècle. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'IA, mais vous savez, l'homme qui est vraiment intelligent, je veux dire, l'homme qui développe son intelligence, parce qu'en fait, nous sommes tous intelligents, mais nous devons développer notre intelligence. Nous devons continuer de développer toujours plus notre intelligence, parce que notre intelligence, elle est illimitée. Eh bien, la personne qui lit, qui a du plaisir à lire, elle développe davantage son intelligence que la personne qui ne lit pas. D'accord? Et c'est pas une comparaison entre les personnes, c'est une réalité. C'est que plus je lis, plus je découvre le monde. Plus je découvre le monde, plus je comprends le monde. Plus je comprends le monde, plus je fais de liens logiques et plus je peux créer de projets, plus je peux mener à bien mes projets. Et c'est comme ça que je peux aussi encore plus m'épanouir. Et quelqu'un qui est boulanger, qui a du plaisir dans son métier et qui à côté a du plaisir à lire, qui a du plaisir à écrire, qui a du plaisir à lire des romans et qui veut se former à quelque chose de nouveau et qui va du coup pouvoir lire des livres, c'est quelqu'un qui va développer encore plus son épanouissement, qui va être encore plus heureux. Donc la lecture est fondamentale pour la compréhension de la lecture. Alors, je vois qu'il y a eu beaucoup de commentaires, je suis désolé, je parle, je vous donne des conseils, des techniques, voilà. Alors, je reviens sur les commentaires. Merci pour ces commentaires. Sachez que demain, à 8h30, j'anime un live que j'ai jamais animé, un type de live jamais animé, j'appelle ça le live participatif. C'est un live dans lequel je vais faire monter une personne dans mon live. J'ai déjà choisi cette personne-là parce que j'ai proposé à des personnes de candidater pour participer à ce live. Je vais donner une séance de conseils gratuite à un parent qui a un enfant qui rencontre des difficultés.
demain, c'est à ça qui nous rejoint et qui a un enfant, je sais pas encore si c'est une fille ou un garçon, mais elle m'a dit mon enfant, je sais plus si elle m'a dit si c'est une fille ou un garçon, peu importe, qui a 6 ans et qui ne parle pas, qui a des difficultés de langage, un retard de langage. Donc déjà, alors même si on parle pas exactement de retard de langage, on va plutôt parler de troubles de la parole, mais bref, peu importe, c'est des thèmes techniques ça. Et je vais animer ce live, elle va monter dans mon live, je vais échanger avec elle, elle va expliquer sa situation, en fait, son problème, et je vais lui donner des conseils en direct. Le but, c'est quoi? Le but, c'est déjà de donner des conseils à un parent de manière très personnalisée. Et puis du coup, c'est de faire profiter tous les parents qui seront là. Parce que quand on a une situation problématique, eh bien, il y a toujours des points communs avec une autre situation problématique. Et donc demain, j'encourage tous les parents qui ont un enfant qui a des difficultés de langage, qui a une problématique autour du langage, eh bien, je vous encourage vraiment à vous connecter à 8h30 dans mon live pour pouvoir entendre tous ces conseils que je vais donner à cette maman-là et qui vont certainement, j'en suis certain, vont vous aider pour vous en tant que parent. Voilà, donc ça c'était pour dire, il y a plein de commentaires mais je peux pas répondre à tout, je fais de mon mieux. Voilà, alors je regarde un petit peu les commentaires pour pouvoir répondre quand même à quelques éléments. Je vois la méthode Apili est très bien pour ça, pour le sens. Oui, je suis d'accord, la méthode Apili est une des méthodes que je recommande aujourd'hui parce que elle évite quand même beaucoup l'aspect global, l'aspect rapidité, et ça c'est plutôt pas mal. Donc ça je recommande en effet. Ensuite, malheureusement nos fichiers de lecture sont tous faits ainsi. Je sais, enseignante en grande section, vraiment merci pour le commentaire, merci d'être là. En effet, les méthodes de lecture, souvent, sont des méthodes qui sont basées sur la rapidité. Eh bien, évacuer les activités de rapidité, vraiment, vous pouvez le faire. On peut avoir un enfant mauvais en fluence et qui lit un bouquin en 2 heures dans sa tête. Oui, tout à fait. Un enfant qui sait lire, qui a du plaisir à lire, on peut lui demander de lire vite et ça peut le bloquer. L'important, c'est quand il lit son bouquin, c'est qu'il ait du plaisir à le faire et qu'il ait compris. Qu'il soit capable de vous en parler aussi. Voilà, vérifiez simplement qu'il comprend ce qu'il lit. La question aussi, c'est qu'est-ce qu'il lit? Parce que le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de livres sont des livres qui ont un vocabulaire pauvre et des phrases très simples, pauvres. Et du coup, l'enfant va lire, va comprendre ce qu'il lit parce que on a baissé le niveau, si vous voulez, de la syntaxe, du vocabulaire, et ça c'est très embêtant parce que ça permet pas d'évaluer si l'enfant sait lire ou pas. Donc quand vous voyez qu'un enfant lit, échangez avec lui et puis proposez-lui des livres d'un peu plus grand. Attention, des livres adaptés, pas avec trop de scènes de violence s'il est jeune encore. Aujourd'hui, on a toute une mode de hard romance, etc., de livres avec des scènes sexuelles, des scènes de violence qui sont pas adaptées pour les enfants. Bon, la dernière fois, c'était aux vacances de la Toussaint pour récompenser, j'ai envie de dire, pour encourager mes filles. J'ai 5 enfants, mais maintenant plus que 3 filles à la maison parce que les 2 plus grands sont en études supérieures. Et voilà, Toussaint, pour les encourager, les féliciter de leur travail scolaire de la première période, on était dans une librairie et on leur a offert un livre. Et il y en a la plus grande qui a 16 ans, qui en première voulait choisir un livre, et c'était marqué public averti. On a demandé à la bibliothécaire et elle nous a dit mais en fait ça veut dire que c'est pas avant 17 ans, il y a des scènes de sexe, des scènes de violence importantes, et donc il faut faire attention. Faites attention à ce que vous achetez comme livre aussi à vos enfants, même si c'est moins grave quand c'est la violence dans un livre que quand elle est dans un film. Exposer les enfants à des scènes de violence ou de sexe dans des films, c'est très embêtant. C'est très marquant, c'est traumatisant, c'est choquant, même si on ne s'en rend pas compte, même si l'enfant dit « ouais, c'est pas grave », etc. Attention à cet aspect-là. Dans un livre, c'est un peu moins grave, mais quand même, soyons prudents. Moi, ça m'est arrivé de lire des livres et d'arrêter les livres tellement ça m'écœurait, quoi. Donc, soyez prudents par rapport à ça. Et donc, je disais, on a acheté des livres et on prend des livres qui sont... voilà, pas trop simple pour elle. Voilà, pour qu'elle puisse être confrontée en permanence à du bon vocabulaire, à des bonnes structures de phrases. Voilà, je vois, voilà, qui comprend le bouquin, très bien. On aimerait en tant qu'enseignant ne plus le faire. Bah oui, je sais. Donc moi, je vous invite à résister. Hein. Voilà, je regarde les autres commentaires. Non, tu as des tests obligatoires gouvernementaux. Oui, il y a des évaluations nationales. Ça, il faut les faire. Les évaluations nationales, faites-les. Mais ce que vous n'êtes pas obligé de faire, c'est des ateliers hebdomadaires sur l'affluence. Ça, vous n'êtes pas obligé.
on contourne en étudiant le texte en premier et ensuite on les fait lire plus vite. Oui, la question c'est comment étudier le texte. Alors ça, je ne vais pas rentrer dans le détail ici. C'est pas une formation pour enseignants. Ce live n'est pas une formation pour enseignants, même si vous pouvez prendre des techniques. Mais il y a des techniques pour étudier un texte, pour être sûr que le sens soit bien intégré. Et ensuite, en effet, pour lire avec un peu plus de fluidité. En tant que parent, ça ne me dérange pas que mon enfant ne fasse pas les évaluations nationales. En effet, mais elles sont faites généralement à tout le monde. Je lis d'autres. La méthode du chrono a créé une phobie chez ma fille. Elle se force à lire sans comprendre. Exactement. Merci pour ce commentaire parce que, en fait, moi, je les retrouve en séance, ces enfants-là qui ont des phobies autour de la lecture. Donc, vraiment, vous pouvez reprendre ça avec la technique que j'ai donnée tout à l'heure, de découvrir le texte progressivement en ayant caché le texte en dessous et en découvrant la ligne progressivement, syllabe par syllabe, en lui demandant de redire ce qu'il vient de lire, un petit groupe de mots, et de lui poser la question: qu'est-ce que tu as compris ? Qu'est-ce que ça raconte? Voilà, tout simplement. Ça, c'est vraiment efficace. Je continue de regarder s'il y a des commentaires. Mon enfant de 10 ans, elle est toujours de manière saccadée. Comment faire pour avoir une lecture fluide? Eh bien, justement, utiliser, c'est ce que j'appelle la méthode du cache, la technique du cache. Donc là, je vous donne vraiment une technique. Je vous dis, c'est ce que je donne dans mes formations pour les professionnels. Donc, j'ai des orthophonistes, j'ai des ergothérapeutes, j'ai des spécialistes en accompagnement autour de la lecture qui viennent se former à ces outils-là. Je forme les enseignants également. Donc là, je vous donne une technique pour laquelle les gens payent habituellement dans mes formations et je vous la donne gratuitement parce que j'ai vraiment envie que vous ayez ces outils-là pour aider vos enfants. Un enfant qui peine en lecture, c'est un enfant qui souffre. Et vraiment, je vous encourage à appliquer, à tester cette technique. Vous prenez une feuille de papier, vous cachez le texte qu'il y a sous la ligne. Vous prenez une règle ou quelque chose d'opaque qui va cacher la ligne à lire et vous découvrez progressivement, syllabe par syllabe, très lentement. Et puis, quand vous voyez que l'enfant qui bute ou qui lit une lettre à la place d'un autre, vous recachez et vous redécouvrez lentement. Et quand vous avez lu 2, 3 ou 4 mots, ça dépend de l'âge de l'enfant, vous cachez tout et vous demandez de redire mot pour mot. Ça marche du tonnerre. Ça va améliorer la fluidité progressivement et en même temps, parce que vous allez lui demander de redire et vous allez ensuite lui demander, vous allez lui poser la question: qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce que ça raconte? Et là, du coup, l'enfant, il va avoir lu en déchiffrant progressivement le texte, il va avoir mis dans sa mémoire le texte, et ensuite il va redire ce qu'il a compris. Ça, c'est la lecture. Et puis quand on devient un lecteur expert, alors on n'a plus besoin de déchiffrer en fait. On n'a plus besoin de lire les syllabes dans l'ordre, on voit les mots en entier. Mais ça, c'est quand on est devenu un lecteur expert. C'est pas quand on apprend à lire. Voilà, c'est pour ça que c'est important de cacher, de découvrir progressivement, parce que la lecture, c'est de gauche à droite, en lisant une syllabe, même parfois une lettre après l'autre. Vous voyez, c'est ça qui fait la lecture, des lecteurs efficaces. Voilà, je vois qu'il y a plein de messages. Je continue à réagir. Mon fils en C2, il comprend rien quand il lit un texte. Donc voilà, faites cette technique-là. Une fois de plus, là, vous avez une technique excellente. Lire est tellement important dans la vie. Oui, je suis d'accord. S'il sait lire mais ne veut pas lire, en effet, il y a des enfants qui n'aiment pas lire. S'ils n'aiment pas lire, c'est parce qu'ils n'ont pas de plaisir à lire. C'est sûr que les écrans, c'est plus attirant et que les enfants ont plus envie d'aller sur les écrans. C'est pour ça qu'il faut limiter les écrans. Limiter les écrans pour que les enfants puissent retrouver le goût de la lecture, ça fait aussi partie. C'est pas la seule clé, mais c'en est une importante. Si des enfants, ils ont accès à des jeux vidéo tous les jours, qui peuvent aller sur les réseaux sociaux, qui peuvent regarder une série tous les jours, ou tous les 2 jours, ou très régulièrement, c'est trop. Un enfant, jusqu'à 12 ans, ne devrait pas regarder, pas avoir accès à des jeux vidéo, à des séries ou des films plus qu'une fois par semaine. Je sais, vous allez me prendre pour un fou quand je dis ça, hein, mais en fait, c'est juste ce qui aide un enfant à développer ses facultés de lecture, d'écriture, le goût de la lecture, le goût de l'écriture. C'est le fait d'y être confronté. C'est le fait aussi de faire des activités, des jeux de société. C'est le fait de faire des activités dehors, de trouver, d'inventer des jeux. Mais s'il y a des écrans dans la semaine, tous les jours, ben l'enfant, il n'a pas envie de faire des efforts pour inventer des jeux, pour aller faire un jeu de société. Parce que ça demande un effort de faire un jeu de société. Ça demande un effort de sortir et d'aller jouer dehors. Ça demande un effort d'inventer un jeu. Alors que les écrans, il suffit d'allumer, hop, ça y est, c'est tout est là. C'est tout créé. Donc forcément, ça donne très envie. Moi, j'ai 42 ans, pour vous dire. Enfin, je vais avoir 42 ans à la fin de l'année. Ben, même moi, ça m'attire les écrans. Même moi, j'ai plus de facilité quand je suis fatigué à dire, allez, un petit film là, allez, hop. Mais en fait, c'est un piège les écrans pour ça, parce que c'est la facilité. C'est tout est voilà, tout est prêt. Il n'y a pas besoin de faire d'efforts, de réfléchir ou autre. Mais c'est pas ça qui aide les enfants à développer leurs compétences.
Moi, je donne mes enfants, aujourd'hui, mes 3 dernières filles qui sont à la maison, qui ont 16, 14 et 11 ans, regardent une série ou un film une fois par semaine, le week-end, et elles ont 1 heure à 1 heure et demie grand maximum par week-end d'écran, plaisir vraiment de jeux, de films ou de séries. Elles ne jouent pas aux jeux vidéo, donc ça chez nous, moi j'ai un garçon, mon épouse a un garçon, donc on a eu 2 garçons à la maison, parce que j'ai perdu mon épouse il y a 9 ans, mais je me suis remarié il y a 4 ans, et donc on a eu 7 enfants au quotidien, donc vous savez, j'ai une petite idée de ce que c'est que gérer un quotidien avec des enfants, de mettre des limites, etc. Je sais ce que c'est. On a eu 7 enfants qui, quand on s'est mis ensemble, avaient entre 3 et 13 ans, et on les a eu pendant 4 ans, tous les 7, parce qu'après la plus grande, elle est partie à 17 ans, d'abord en apprentissage. Ensuite, son petit frère, qui était donc les 2 enfants de mon épouse, est aussi parti en apprentissage ensuite. Donc, du coup, très rapidement, on en a eu plus que 5. Ensuite, ma fille aînée est partie, puis ensuite mon garçon, et maintenant on n'en a plus que 3. Voilà. Donc, je sais ce que c'est que de gérer des demandes d'enfants qui veulent des écrans, qui veulent des smartphones, des iPhones et des machins, qui veulent des jeux vidéo, tout ça. Je sais ce que c'est. Et nous, on a mis des limites. On n'a jamais eu de console vidéo. Nos enfants ont eu des smartphones à partir de la seconde, avec une carte SIM, et puis les données cellulaires seulement à partir de la terminale ou de la première. Quand ils étaient partis en internat, il y en a 2 qui sont partis en internat, ils ont eu des données cellulaires avant, en première, mais pas avant. Et voilà. Et sinon, les écrans, c'est les films, les séries, c'est 1 fois par semaine. Et mes filles, maintenant, qui sont en première et en troisième, ont un téléphone avec une appli, avec les réseaux sociaux. Il y a Snapchat pour celle qui est en troisième, elle a 30 minutes par jour de Snapchat, et c'est tout. Elle a WhatsApp à côté pour échanger. Et ma fille qui est en première, qui a 16 ans, elle a Snapchat et elle a Instagram 45 minutes par jour, et elle aimerait plus, mais pour le moment on ne donne pas plus, et parce qu'elle a beaucoup de travail à côté aussi en première, et on souhaite lui apprendre à équilibrer tout ça, et elle le fait très bien, et elle ne nous demande pas plus maintenant. Là, au début elle voulait plus, mais maintenant elle se rend compte de tout le travail qu'elle a à faire, et comme elle a des limites de temps sur les écrans, le soir les écrans, grâce au contrôle parental, s'arrêtent complètement à 20h15. Les téléphones sont tous posés au même endroit. Le matin, elles peuvent les récupérer à partir de 7h pour partir à l'école. Et les jours où il n'y a pas école, ça s'active qu'à partir de 11h. Et ça fonctionne très bien. Et mes filles, lisent des romans très régulièrement, en permanence d'ailleurs. Elles n'ont pas de difficultés scolaires. Pourtant, ce sont des enfants qui n'ont pas été dans des écoles classiques avant. Pour celles qui sont en troisième première, elles ont commencé seulement il y a 2 ans l'école, on va dire académique, parce qu'avant elles étaient en école à la maison. Après, elles ont été dans des écoles alternatives où il n'y avait pas de cours. Elles n'avaient pas fait le côté académique avec les leçons, etc. Elles n'ont jamais fait d'exercices de grammaire, jamais fait d'exercices de maths, etc. Et elles sont arrivées en quatrième et en seconde, et ça s'est très bien passé. Parce qu'elles avaient développé d'autres compétences, et parce qu'à côté de ça, elles lisaient, elles écrivaient des cartes à leurs parents, à leurs grands-parents, à leurs amis, etc. Parce qu'elles jouaient dehors, elles inventaient des histoires, parce qu'on fait plein de jeux de société à la maison, etc. Donc en fait, les clés d'une lecture efficace, elles sont accessibles pour tout le monde. Voilà. Donc je vois tous les commentaires, il y a plein de commentaires sur comment faire si mon enfant n'arrive pas à lire. Voilà, je vous ai donné la technique principale qui consiste à découvrir le texte progressivement en cachant le texte en dessous, découvrir le texte progressivement, faire lire, faire redire ce que l'enfant a lu sur un petit groupe de mots, ensuite lui demander ce qu'il a compris et continuer sur 2-3 phrases comme ça. Et progressivement, on peut faire de plus en plus long. Et ça fonctionne de manière très efficace. Voilà, je vois la question: à partir de quel âge peut-on acheter un smartphone pour les enfants? Mais moi, je dirais qu'un enfant n'a pas besoin d'avoir un smartphone en accès libre avant, je pense, la 4e, voire la seconde. Voilà. Nous, on a choisi, avec ma fille qui est rentrée en 4e il y a 2 ans, qu'elle ait accès à un smartphone, mais elle n'avait pas de données cellulaires, première chose, et le smartphone, il s'allumait à une certaine heure et il s'éteignait à une certaine heure le soir. L'année dernière, en 4e, à 18h45, il n'y avait plus d'écran pour personne. Plus de smartphone, c'était désactivé avec le contrôle parental. Ma fille qui est rentrée en 6e, elle prend un car régional, donc c'est pas le car scolaire habituel, c'est un car régional avec des retards, des cars qui passent pas, etc. On lui a donc acheté un smartphone uniquement pour le car. C'est-à-dire qu'elle prend le matin le smartphone en partant
au collège. Elle l'utilise dans le car, elle a 20 minutes de car, donc elle a le droit de l'utiliser pour envoyer des SMS. Elle a juste une carte SIM, elle n'a aucune application de réseau social, elle ne peut pas les télécharger parce qu'elle est sous contrôle parental. Et puis, au collège, c'est interdit de la journée, donc elle l'éteint, elle met dans son sac. Et le soir, quand elle revient dans le car, elle rallume son téléphone, elle répond à quelques SMS. Voilà, elle s'amuse à changer son fond d'écran, c'est ce qu'elle fait. Et elle écoute de la musique. Et quand elle rentre à la maison, le téléphone est éteint, posé à un endroit. Et il n'est plus utilisé jusqu'au lendemain où elle reprend pour aller au car. Voilà. Donc elle n'a pas de smartphone réellement, elle a juste un smartphone pour le car. Voilà, c'est tout. Et parce qu'elle est en 6e, et elle nous demande quand est-ce que j'aurai le droit d'avoir un smartphone comme mes sœurs. Et je lui dis, pour le moment, c'est pas d'actualité. Peut-être à partir de la 4e, on verra. Tu pourras l'utiliser à la maison un petit peu. Voilà, comme faisait sa sœur quand elle était en 4e. Et ça fonctionne très bien. Voilà, écoutez, il est 9h21, j'ai un rendez-vous qui arrive. J'avais pas prévu ce live que j'ai fait avec plaisir pour parler de ces difficultés en lecture. Et j'aurais plein de choses à dire sur les difficultés en lecture. Juste un petit conseil comme ça. Lisez des histoires. Voilà, je termine juste comme ça. Ma fille va sortir là et je dois la récupérer. On a un rendez-vous parce qu'aujourd'hui, voilà, on a des rendez-vous préopératoires. Ma fille a une malformation cardiaque et elle va être opérée la semaine prochaine. Donc voilà, plein de rendez-vous aujourd'hui. Mais simplement, lisez des histoires le soir à vos enfants. Et vous arrêtez pas quand ils ont 6 ans ou 5-6 ans parce qu'ils grandissent soi-disant. Non, non, un enfant a besoin qu'on lui lise des histoires très tardivement. Bon, j'ai créé un livret gratuit qui se trouve sur ma chaîne TikTok, sur mon profil, sur ma bio là. C'est le premier lien, vous cliquez dessus. C'est un livret qui s'intitule Développer le langage chez l'enfant. Vous avez des conseils pour améliorer le langage chez l'enfant et dedans vous avez des conseils par rapport à la lecture d'histoire notamment. C'est tellement important, je vous assure. Donc je vous souhaite vraiment, je vous invite à le télécharger, ce livret. Quand vous allez cliquer sur le lien, ça va vous amener sur une page où vous allez rentrer votre nom, votre prénom, votre adresse email pour pouvoir télécharger le livret. Et si ça marche pas quand vous cliquez pour télécharger, pas d'inquiétude. Il arrive par mail ensuite. Quand vous avez rentré votre adresse mail, vous le recevez par mail. Ça prend parfois 5-10 minutes avant de recevoir le mail, mais ça vient. J'ai déjà eu des parents qui m'écrivaient en me disant oui, mais ça marche pas, j'arrive pas, quand je clique sur télécharger, ça marche pas. Je dis pas d'inquiétude, il arrive par mail. Et puis un quart d'heure plus tard, j'avais un message, ah oui, il est arrivé par mail, c'est tout bon. Voilà, donc je vous invite vraiment à télécharger ce livret et je vous donne rendez-vous demain matin à 8h30 pour le live participatif avec cette maman qui va nous parler de son enfant qui ne parle pas. Je vous donnerai une séance de conseils gratuite. Vraiment, je vous invite à nous rejoindre. Vous pouvez déjà vous inscrire sur le live pour avoir un rappel et inscrivez-vous et rejoignez-nous. Pensez à liker les vidéos, à vous abonner à la chaîne TikTok, voilà, pour qu'on soit de plus en plus nombreux à recevoir tous ces conseils et qu'on change finalement le monde et qu'on aide nos enfants qui sont dans des difficultés scolaires et qui souffrent à l'école parce qu'ils ont des difficultés de langage, de lecture, d'écriture, de compréhension, d'attention et tout ça, il y a des solutions et j'ai un grand plaisir à vous les donner. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain matin 8h30 en live et sinon dans mes vidéos sur ma chaîne TikTok. À bientôt, au revoir.